Le 9 janvier 2013 et le 23 décembre 2022, 2 attentats frappaient le cœur de Paris. À 2 reprises, 3 militantes kurdes étaient brutalement assassinées. Cet épisode a mis beaucoup de temps à sortir. On profite de le sortir cette semaine pour appeler au rassemblement samedi 10 janvier 2026 à 10h à Gare du Nord pour exiger justice et vérité sur les 2 attentats, notamment dans un cortège internationaliste. Toutes les infos sont en description de l'épisode. Voici quelques archives sonores de la manif de l'année dernière. Dans un même temps, l'État français, il continue sa collaboration avec la Turquie, en maintenant ses relations commerciales et économiques avec le pays, en fournissant des armes et des équipements à l'armée turque. Et ce, malgré les violations flagrantes des droits humains dans le pays et les zones qu'il occupe actuellement en Syrie. Le régime turc continue en effet à réprimer chaque voie de contestation, vole les mairies kurdes, emprisonne à tout va et impose l'isolement de très nombreux prisonnières et prisonniers politiques. Tandis qu'au Rojava, des centaines de milliers de personnes ont été laissées sans accès à l'électricité, sans accès au chauffage, sans accès au gaz, suite aux destructions d'infrastructures énergétiques. Cette collaboration de la France ne nous étonne pourtant pas, nous, internationalistes. Elle ne nous étonne pas parce que la France, elle est complice du génocide à Gaza actuellement. Et elle nous montre le vrai visage de l'impérialisme. Il est prêt à sacrifier les peuples entiers et les règles qu'il a lui-même fixées dans la défense de ses alliés et de ses intérêts propres. Face à cette unité des États impérialistes, nous devons construire une lutte internationale et antifasciste. C'est pour cette raison que nous invitons toutes les organisations, toutes les forces politiques qui se reconnaissent dans cet appel à se mobiliser le 11 janvier, aujourd'hui, dans le bloc internationaliste à Paris, à nos côtés et aux côtés du peuple kurde. Pour Sarah, pour Rojbin, pour Ronaï, nous crions Jin, Jian, Azadi. Jin, Jian, Azadi. Jin, Jian, Azadi. Jin, Jian, Azadi. Pour Evin, pour Mir et Abdurrahman, nous exigeons la vérité et la justice. Pas de justice, pas de paix. Pour toutes et tous, nous clamons vive la résistance du peuple kurde, vive la résistance du peuple palestinien et vive la résistance de toutes et tous les opprimés. C'est déjà depuis la création du PKK que les femmes faisaient partie de cette organisation, et notamment Sakina Jansis, qui, dès le début, en fait, a défendu le fait que les femmes devaient jouer un rôle important dans cette organisation, a critiqué quand c'était pas le cas. Elle a été arrêtée peu de temps après la création du PKK. Elle a passé 10 ans dans une prison, dans la prison de Diyarbakir, d'Ahmed, qui était connue pour ses pratiques de torture et des pratiques horribles. Et donc, dans cette prison-là, elle a continué à organiser les femmes. Elle est vraiment une figure très, très importante, et elle le reste jusqu'à aujourd'hui. Elle a été assassinée à Paris le 9 janvier 2013 avec Fidan Dogan et Layla Shailamez, qui étaient aussi 2 militantes importantes du mouvement kurde. Leur assassinat le 9 janvier 2013 à Paris est l'une des attaques majeures contre cette révolution. Ce système se reproduit justement sur la domination de 2 franges de la société, qui sont les femmes et la jeunesse, mais aussi la libération de cette société dépend de ces 2 franges. Du coup, en cassant justement cette domination qui assure la reproduction de ce système. Vous êtes bien sur Radio Tempête 131.2. De l'eau. Y a qu'un truc qui va manquer, c'est l'eau. De l'eau. Y a plus d'eau, comment on va se brosser les dents? De l'eau. Et c'est pourquoi je bois devant vous un verre d'eau. De l'eau jaillit le feu. Le golfe, l'Arzac, c'est une espèce de terrain de guérilla dans lequel les écologistes rentrent bien en tête. De nombreux observateurs terrifiés disent avoir vu une sphère lumineuse se déplacer et parfois même rentrer chez eux. De l'eau jaillit le feu. Putain, mais ils tirent, ils sont cons ou quoi? Il faut sortir de la sensation qu'on est tout seul là-dedans. On va leur montrer qu'on veut autre chose et qu'on peut faire autre chose. De l'eau jaillit le feu. L'imagination est une faculté essentielle à un processus révolutionnaire. Parce que venant de ces socialisations de domination,
Si nous ne sommes pas capables d'imaginer, on ne va pas être capable non plus de créer. On ne va pas être capable d'imaginer qu'est-ce que serait une vie sans industrialisme. Qu'est-ce que c'est des rapports qui sont dépourvus ou libérés de patriarcat? Qu'est-ce que ce sont des rapports basés justement sur cette évaltie et non pas sur des intérêts? Qu'est-ce que c'est de produire selon nos besoins et pas selon nos profils? L'imagination est peut-être le premier acte de libération dans une région où les choses imaginaires semblent complètement normales. Du coup, nous sommes en train de vivre un génocide aujourd'hui à Gaza au XXIe siècle. Ce qui est considéré normal et ce qui est considéré réel et imaginaire, je crois, devrait être rediscuté. Avis de tempête, saison 4, épisode 5. Le Rojava et le confédéralisme démocratique. Sur la prochaine boucle, on inverse. On n'a pas compris la deuxième. On nous a pas montré la deuxième. Depuis la chute du régime de Bachar el-Assad, le 8 décembre 2024, l'une des grandes questions en suspens porte sur l'avenir de la région autonome mise en place dans le nord-est syrien. Pressurée, attaquée de toutes parts par l'État turc d'Erdogan tout en faisant face à l'ultimatum du nouveau pouvoir à Damas, exigeant leur désarmement et leur intégration dans la nouvelle armée nationale, il n'est pas impossible que son allié, entre gigantesques guillemets, états-unien, disparaissent depuis l'accession au pouvoir d'un Donald Trump déterminé à déstabiliser les rapports de force à l'échelle mondiale. Tous ces éléments ont-ils fini d'achever les capacités de résistance des Kurdes de Syrie? Aux dernières nouvelles, début mars 2025, un accord a été signé par le président intérimaire Ahmad al-Shara et Mazloum Abdi, le commandant des forces démocratiques syriennes, FDS, de l'administration démocratique autonome du nord-est syrien. 2 semaines après un appel historique depuis sa prison d'Imrali, en Turquie, du leader du PKK, Abdullah Öcalan, à la dissolution du parti et à l'abandon de la lutte armée. Du coup, on voulait vous parler du Rojava. Pendant l'année du 150aire de la Commune de Paris en 2021, il fut fréquent de lire ou d'entendre que la rébellion zapatiste au Chiapas et la révolution kurde au Rojava en sont les héritières. Assurément, au Mexique, comme en Syrie du Nord, les révolutionnaires ont en commun, avec les communards de 1871, la recherche de l'émancipation par le communalisme et le fédéralisme. Néanmoins, pour y parvenir, chaque insurrection emprunte des chemins contrastés. L'autonomie politique est la volonté et la capacité d'une communauté à s'autogouverner sur un territoire, la commune, et, en tant que besoin, de se fédérer à d'autres communes, selon une procédure garantissant l'autonomie communale, comme l'autonomie de chaque formation fédérale. Cette idée, ancienne, de supprimer la séparation entre gouverné et gouvernement, de s'éloigner continuellement de tout pouvoir étatique, patriarcal, religieux, économique ou autre, traverse l'aventure zapatiste, comme la tragédie kurde. Dans cet épisode, nous nous penchons sur l'idée de confédéralisme démocratique au Rojava, de ses fondations théoriques, à sa mise en pratique et sur les menaces qui pèsent sur cette organisation sociale. Pour cela, on donne la parole à 2 camarades de l'Académie de la modernité démocratique, enregistrés en janvier dans les locaux de la radio Fréquence Paris Pluriel à Paris, 106.3. Merci aux camarades de la radio qu'on salue. Avant de commencer l'épisode, il convient de comprendre que les Kurdes du Rojava ne prétendent pas construire un modèle, seulement des poches de résistance au capitalisme mondialisé et aux États-nations, dont les enseignements nourriront notre propre réflexion et, un jour peut-être, notre cheminement vers une fédération des communes autonomes. Et oui. Ce qui se passe au Rojava constitue une lueur d'émancipation, un modèle de probité politique et mérite d'être soutenu. Un soutien critique, libéré de tout romantisme et de tout dogmatisme. Pour les démocrates ou les révolutionnaires,
qui cherche la voie d'un autre futur débarrassé de l'État et du capital, elle constitue une source d'inspiration et de réflexion contemporaine unique. Il s'agit d'un épisode introductif, on vous met plein de sources en description pour aller bien plus loin. Merci aux camarades des Nomades, rencontre interchorale féministe, pour cet enregistrement sauvage de chants révolutionnaires kurdes, qui, malgré une prononciation parfois approximative, montre que ces luttes nous inspirent ici, et que l'internationalisme est vivant dans plein d'endroits en France, et passe aussi par la transmission sous forme de récits, de textes, de podcasts et de chants. Je peux commencer vraiment par les bases. Donc déjà, que veut dire le mot Rojava ? En fait, ça veut dire ouest en kurde. Hein. Le Kurdistan a été divisé entre 4 États-nations par le traité de Lausanne en 1923. Donc le Kurdistan, hein, c'est la terre des Kurdes, la terre originelle du peuple kurde, mais c'est aussi une terre qui accueille une diversité de peuples et de religions. Le Rojava, c'est la partie qui en fait a été occupée par l'État syrien et qui a aussi du coup occupé une partie du Kurdistan, et notamment le régime de la famille Assad, donc autant le père que le fils, ont, avec une idéologie nationaliste, aussi opprimé les Kurdes du pays, comme ils ont opprimé et massacré plein d'autres parties de la population de ce pays. Déjà, le Rojava, la partie majoritairement kurde rattachée à l'État syrien, qui ne compose qu'une partie du territoire autonome, a une superficie comparable à celle de la Belgique, et une population de plus de 3 millions d'habitantes. Quant au territoire autonome de la Syrie du nord et de l'est, qui regroupe le Rojava et d'autres régions à dominante arabe, cette superficie et cette population sont doublées. On y retrouve de grandes villes comme Raqqa, Minbik ou Kobané, dont on a beaucoup entendu parler en France durant la guerre contre l'État islamique. Par ailleurs, ce territoire regroupe une mosaïque de peuples, kurdes, arabes, chaldéens, syriaques, turkmènes, arméniens, caucasiens, et de croyances, yézidis, musulmans et chrétiens de diverses obédiences. Je ne définirais pas ça comme un laboratoire ou une expérimentation parce que, enfin, comment je le comprends, ça inclurait d'être observeur et observé, mais c'est plus quelque chose qui se développe et qu'il faut réinscrire dans son histoire et sa géographie. Quand nous parlons de la division du Kurdistan, il y a sans doute l'État syrien, l'État turc, l'État iranien et l'État irakien, mais il ne faut pas oublier que la décision relève de l'Empire français et de l'Empire britannique. Et du coup, avec les accords Sykes-Picot, qui ont décidé de ces frontières. Ces États ne sont pas venus d'un processus d'autodétermination, mais de la division coloniale de l'Empire ottoman, qui a pris sa forme finale en 1923 avec la naissance de l'État turc. Aussi, la création de la République de Turquie, qui est un processus depuis la révolution des jeunes Turcs en 1908 jusqu'en 1923, avec sa proclamation officielle, a été construite sur 2 génocides, du coup le génocide syriaque et le génocide arménien. Mais on ne peut pas limiter ces politiques génocidaires uniquement à des faits militaires ou d'extermination. Enfin, pour avoir un génocide comme nous le voyons aujourd'hui en Palestine, il faut des médias, il faut des sciences sociales qui légitiment ça. Rien que l'idée, par exemple, des frontières naturelles qui seraient les chaînes de montagne, qui sont le Taurus et le Zagros, pour par exemple les peuples kurdes ou le peuple basque, c'est le centre du pays. Mais pour légitimer justement la division de ces peuples sur 2 géographies qui ne répondent pas à l'autodétermination des peuples, mais plus à des visées coloniales ou impérialistes et souvent à des marchés, plus qu'à des lieux de vie, où c'est le profit qui est mis en avant et non pas la vie de ces communautés ou de ces peuples, doit être perçu de cette manière. Du coup, au Rojava, il y aura beaucoup de populations arabes ou kurdes ou syriaques qui ont été divisées en 2 États-nations par ce tracé de frontières de Sykes-Picot. Le XXe siècle est émaillé de soulèvements des peuples kurdes, en particulier contre la Turquie, qui font face à une assimilation forcée, tentative de destruction de la culture, de la langue et de l'identité kurde. En effet, la construction de l'État turc se fait autour d'un concept d'État-nation. Un peuple, un territoire, une langue.
La violence de l'État turc est énorme, de nombreux massacres, destruction de villages et génocides ont lieu contre les Kurdes, mais aussi contre les peuples arméniens, assyriens ou grecs. Le mouvement moderne de libération du Kurdistan se développe dans les années 70, d'abord en Turquie et dans la clandestinité pour éviter la répression. En 1978 a lieu le premier congrès du PKK, le Parti des travailleurs du Kurdistan. Dans tout le Kurdistan, depuis les années 70, il y a un mouvement de libération qui est né et qui s'est implanté, qui s'est organisé, qui a organisé la société kurde. Donc un moment important dans l'organisation de ce mouvement de libération, c'était la formation du PKK, du Parti des travailleurs du Kurdistan, en 1978. Du coup, en fait, ce mouvement-là, avec une idée de libération nationale et de la création d'un Kurdistan socialiste, a organisé la société kurde dans les 4 parties du Kurdistan, donc y compris au Rojava. Donc depuis les années 80, en fait, les Kurdes en Syrie étaient organisés clandestinement. Le coup d'État en Turquie en 1980 donne lieu à une violente répression de masse contre les Kurdes et la gauche turque. Des centaines de milliers d'arrestations ont lieu, de nombreuses personnes sont torturées en prison. Une forte résistance se construit alors dans les prisons, en particulier à travers des grèves de la faim, des immolations, notamment dans l'emblématique prison d'Ahmed en 1982. Le PKK organise les premières actions armées le 15 août 1984, qui marque le début de la lutte armée, transformant une partie du mouvement de libération du Kurdistan en mouvement de guérilla. En 2004, le PKK débute un changement de paradigme. D'une lutte de libération nationale anticoloniale, comme beaucoup de mouvements dans la deuxième moitié du XXe siècle, il évolue vers une proposition de confédéralisme démocratique. L'analyse soutenant ce changement est la compréhension que l'État-nation en tant que tel est générateur de violence à l'encontre des minorités, et n'est donc pas une bonne solution d'organisation sociale. Si on pense au confédéralisme démocratique et par exemple des expériences comme au nord et à l'est de la Syrie, au Rojava, ou dans la zone autonome de Shingal, il y a 3 piliers du confédéralisme démocratique, comme 3 outils, qui sont les académies, les communes et les coopératives. Du coup, les rôles des académies doivent être comprises comme les lieux de discussion entre les différentes composantes de la société sur leurs expériences, mais aussi sur comment vivre, où la théorie n'est pas déconnectée de la pratique, mais s'allient ensemble pour mener cette vie libre. Quand on parle justement du rôle des sciences sociales dans les processus de domination, mais aussi dans les processus de libération, c'est très important de remettre un peu en question l'individualisme. Du coup, qui considère que l'individu est exceptionnellement dans une forme communale, et que la forme communale est l'exception et non pas la règle, et qu'on considère plutôt que, comme beaucoup d'autres êtres vivants, les êtres humains ont des vies communales, et ça c'est plutôt la règle, et l'individualisme est un état d'exception. Donc, ce qui est un peu difficile à voir dans le développement et la conception libérale du capitalisme dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'on considère que la communauté de société est quelque chose qu'il faut redécouvrir et non pas construire. C'est pas quelque chose qu'on construit. Pareil, je vais donner des exemples concrets. La propagande du régime bassiste essayait d'expliquer aux Kurdes que, vu qu'ils étaient entourés de Syriaques et d'Arabes, l'État les protégeait contre le nationalisme arabe, ou arriver chez les Arabes en leur disant « Non mais vous savez, les Kurdes n'attendent que le moment pour pouvoir déclarer leur indépendance et vous expulser de vos terres. » Et la révolution du Rojava et le confédéralisme démocratique a complètement démenti cette thèse au sein des communes ou des forces démocratiques syriennes ou des académies. Les identités sont plurielles, l'homogénéisation est vue comme quelque chose d'artificiel. Sans vouloir dédouaner les régimes turcs, syriens, iraniens et irakiens, il faut voir aussi que cette idée vient, ce nationalisme trouve sa source en France. Et du coup, cette idée du jacobinisme ou de l'homogénéisation comme quelque chose de progrès est radicalement remis en question
dans le confédéralisme démocratique. Les 3 piliers du confédéralisme démocratique sont l'autonomie démocratique, la libération des femmes et une écologie sociale et solidaire. Quand on parle de piliers, ça peut être une image de construction, mais c'est les supports de cette révolution. Quand on parle d'autonomie démocratique, si on veut donner une image, c'est que les décisions doivent être appliquées là où elles sont prises. Du coup, vient d'une critique radicale du centralisme qui n'a pas la capacité et souvent pas l'intention de faire partie de la solution, mais fait plus partie du problème. Et du coup, c'est à une échelle de commune que les différentes familles, les différentes habitantes de la commune prennent place. La dernière fois que j'avais, par exemple, dans le canton de Djizre, au nord-est de la Syrie, une commune constituée de 200 familles. Et chaque commune est composée de différents comités, des comités d'autodéfense, de comités d'éducation, d'un comité logistique, d'un comité autonome de femmes, d'un comité de la jeunesse, selon les différents besoins des communes. Ensuite, il y a des comités qu'on retrouvera partout, comme ceux que j'ai mentionnés, ou par exemple le comité de la santé et de soins. Mais si c'est une commune au bord de l'Euphrate, il y aura peut-être des comités relatifs aussi à la géographie, par exemple d'avoir un fleuve à côté. Par exemple, la tribu Chamar, qui est une tribu arabe, d'ailleurs qui est aussi sur le territoire syrien, de l'État syrien et de l'État irakien, et aussi une forme d'organisation sociale. Du coup, ils ne sont pas obligés de se transformer en communes. Ils sont représentés aussi au sein du système du confédéralisme démocratique. Ensuite, vivre sans État, c'est compliqué. Et on n'a pas été socialisé de cette manière. Et c'est là où il y a le rôle central des académies, où l'éducation n'est pas uniquement une période, l'enfance jusqu'à la majorité, mais un processus continu, où tous les membres de la commune, indépendamment de leur âge, de leur culture, de leur genre, prennent part pour pouvoir évaluer leurs pratiques et aussi se coordonner entre elles pour pouvoir vivre justement sans État. Parce qu'avoir une administration centrale peut être plus pratique, mais repose sur l'exploitation et sur une division basée sur l'inégalité et la discrimination. Au Rojava, la guerre est totale. Il s'agit de trouver la bonne voie dans un contexte extrêmement hostile. Contre l'État islamique qui, vaincu territorialement, est loin d'être mort. Hier, contre les services secrets d'Assad qui attisent la discorde entre Kurdes et Arabes. Surtout, contre l'envahisseur turc et ses mercenaires. Une guerre menée sous les yeux d'un garant du cessez-le-feu impassible, la Russie, et d'un allié non moins perfide, les États-Unis. 2 États qui ont montré lors des 3 invasions turques de 2016, 2018 et 2019 qu'ils sont, avant tout, préoccupés par leurs intérêts, bien plus que par le soutien aux ambitions démocratiques locales. Le mouvement de libération du Kurdistan a fait et fait toujours face à une répression importante dans les diverses parties du Kurdistan, mais aussi à l'international. Par exemple, le PKK est listé comme une organisation terroriste par de nombreux États et par l'Union européenne. Sur le sol français, des attentats contre les militantes, comme les attaques à Paris en 2013 et 2022, ont eu lieu. Alors, tout d'abord, il faut dire que la chute de Bachar al-Assad, c'était vraiment une source de joie pour les Kurdes de la région. Et au Rojava, à Kamishlo et partout, il y avait des manifestations de joie. Et à Kamishlo, c'est une ville au Rojava où il y avait encore un quartier qui était sous contrôle du régime syrien. Et du coup, il a été pris par le peuple. Et une statue de Bachar al-Assad qui a été renversée. Il y a eu des feux d'artifice, etc. Enfin, ce qui a mené aussi à la chute du régime, c'est un jeu de pouvoir qui est aussi au cœur de ce que le mouvement kurde appelle la Troisième Guerre mondiale, qui est une guerre entre les puissances globales et régionales pour la meilleure place dans l'ordre mondial. Et le Moyen-Orient, le Kurdistan et donc la Syrie aussi qui en fait partie, sont au cœur de ce conflit-là. C'est un conflit pour des zones d'influence. Et donc, autant les États-Unis que la Russie, que l'Iran, que la Turquie ont leurs mains dans ce jeu-là. Si on replace aussi les positions politiques des États-Unis d'Amérique, après le 11 septembre 2001, il a été très clair ils ont témoigné une forte volonté, mais aussi une pratique de redessiner la région qui allait de la Syrie jusqu'en Afghanistan. Ils l'ont essayé par divers moyens, avec 2 guerres du Golfe,
et aujourd'hui en participant activement à la politique expansionniste de l'État israélien. Dans notre vision de la Troisième Guerre mondiale, on ne considère pas qu'il y a 4 projets, mais on considère qu'il y en a 2. Et que les 3 autres projets, du coup, que ce soit le projet turc ou le projet de l'État iranien ou du projet des États-Unis, se retrouvent dans la modernité capitaliste. La modernité capitaliste se basant sur l'État-nation, l'économie capitaliste et l'industrialisme. Et il y en a une alternative qui est celle proposée par le mouvement de libération du Kurdistan, qui est un Moyen-Orient qui organise cette autodétermination des peuples dans une forme de confédération démocratique du Moyen-Orient. Il peut y avoir toutes sortes de contradictions entre les États-Unis et la Russie, ou bien entre l'État iranien et la Turquie. Lorsqu'on prononce le mot autodétermination du peuple kurde, on retrouvera que ces contradictions fondent. Étant à Paris, je crois que c'est important de mentionner aussi l'exemple de la Commune, où il pouvait y avoir une guerre entre l'État français et l'Empire allemand à ce moment-là, mais quand il a s'agi de remettre en question la forme d'organisation sociétale, on a trouvé que M. Adolf Thiers et les Prussiens avaient quand même quelques intérêts communs, malgré toute leur opposition et leur fièvre nationaliste qui opposait ces 2 États. Et nous sommes dans une situation assez similaire. L'autodétermination des peuples de la région est continuellement sous les attaques des forces impérialistes, qu'elles soient, ceci dit, atlantistes ou russes. Comment est-ce que cela va évoluer dans cette période de chaos dans laquelle nous sommes sera déterminé par la capacité d'organisation de la population. Ce qui, comme on en a discuté avant, au nord et à l'est de la Syrie, est un processus de plus de 40 ans et, on va dire, d'une manière plus active depuis plus de 12 ans au Rojava. Lorsque nous parlons de l'écologie, comme on n'accepte pas que la libération soit anthropocentrée, on n'accepte pas non plus que l'écologie relève uniquement du territoire, mais c'est aussi une grande dimension sociale. Et que notre vie en société détermine vraiment notre perspective idéologique. Et lorsque nous parlons d'autonomie démocratique, notre organisation sociale en commune et en ayant une industrie qui est basée sur les besoins et non pas sur les profits à une échelle locale, est un grand pas de cette écologie. Souvent, on a des questions sur l'écologie et on peine un peu à souligner justement ce côté social qui, d'après nous, est une alternative à ces politiques souvent publicitaires des États-nations qui essaient d'expliquer qu'ils ont des politiques écologiques sans remettre en question la forme d'organisation antisociale qu'est l'État-nation. Et de voir aussi que l'exploitation du territoire, les politiques extractivistes ou les modes de vie aussi extractivistes, relèvent de la domination. Je pense que beaucoup d'internationalistes qui se sont rendus au Rojava voient aussi qu'une révolution écologique, elle n'arrive pas à un claquement des doigts, ou ni en une année, ni en 2, ni en 10 en fait, que c'est une région qui a été rendue dépendante du pétrole, du plastique, comme tout le monde en fait, de la monoculture. Et donc c'est quelque chose qui est encore là, on ne peut pas abandonner du jour au lendemain, mais donc travailler encore une fois sur les mentalités à travers l'éducation, briser ce monopole des monocultures en diversifiant l'agriculture, en diversifiant les sources d'énergie, en favorisant aussi la création de modes de vie ruraux et villageois. Le Rojava est le grenier à blé de la Syrie et l'administration autonome de la Syrie du Nord est riche de réserves pétrolières. Outre une répression féroce, à l'intérieur de ses frontières, l'État turc et les groupes armés qui lui sont affiliés bombardent les infrastructures de stockage de céréales, d'eau et d'électricité, ainsi que les zones résidentielles du Rojava à l'aide de moyens militaires. Des frappes aériennes, des drones, et limitent le débit du Tigre et de l'Euphrate pour assoiffer les terres kurdes. On voulait vous parler de la guerre de l'eau.
C'est dans le Kurdistan que 2 fleuves d'importance majeure au Moyen-Orient prennent leur source, le Tigre et l'Euphrate. Les 2 géantes se retrouveront en Irak, rassemblées dans les eaux du delta du Chat al-Arab, avant de finir ensemble leur long voyage, 200 km plus bas, dans le golfe Persique. Sur leur chemin, elles auront traversé de vieilles montagnes calcaires, aux pans tantôt couverts d'herbes vertes, tantôt nues et jaunes, selon les saisons et l'altitude, puis de vastes plaines. Grâce à leurs eaux, on cultive pistaches, olives, blé et coton. Pareil aux voyageurs et aux voyageuses qui doivent souvent s'arrêter sur la route du Kurdistan, stoppés par de nombreux checkpoints, la course des géantes est interrompue par des barrages qui les transforment parfois en maigres rivières. Au niveau de l'autodéfense et aussi les attaques, je crois que c'est très important de mentionner la politique d'extermination que mène l'État turc et qui n'est pas obligée d'être soudaine. Du coup, ce n'est pas uniquement par leur bombardement, mais par le bombardement de barrages, par la construction de barrages également, par le bombardement des silos de blé dans la région de Tel Tamer, qui est en fin de compte la définition d'une politique génocidaire, qui est de détruire les moyens de vie d'un peuple. Est-ce que vous avez déjà entendu parler du complexe de Laval ? En géopolitique, cela désigne la dépendance politique des pays situés à l'aval des cours d'eau vis-à-vis de ceux qui, à l'amont, commandent les ouvertures et fermetures de barrages. Le contrôle, voire l'ambition de mainmise sur les ressources en eau, est un enjeu de taille qui s'immisce dans la géopolitique régionale depuis 50 ans. Le contrôle des débits des fleuves est en effet un outil de pression politique de premier ordre pour la Turquie. Elle régit à l'heure actuelle près de 90% du débit de l'Euphrate, elle qui n'accueille sur son sol que 28% de la surface de son bassin. De la même manière, elle contribue à la moitié du débit des eaux, du Tigre, alors qu'elle n'abrite qu'un 10e de son bassin versant. La guerre des fleuves est double. La Turquie a le pouvoir d'assoiffer comme de faire chanter les pays en contrebas. Et elle ne s'en prive pas. Une stratégie de guerre récurrente qui n'a pas été inventée par l'État turc. En effet, Israël pratique une politique de destruction des ressources palestiniennes en eau et se sert de l'eau comme outil de coercition et de contrôle. La Chine a construit près de 200 barrages au Tibet et a la capacité d'affecter seule les réservoirs naturels de près de 2 milliards de personnes. Au niveau du Kurdistan du Nord, parce qu'on ne peut pas vraiment séparer les différentes parties du Kurdistan, mais en général la Mésopotamie, que les Britanniques appellent le Moyen-Orient, il est très clair que si on éternue à Bagdad, on s'enrhume à Damas, et vice-versa dans les différentes parties. Au nord du Kurdistan, du coup dans l'État turc a aussi plusieurs fois divisé des régions en construisant des barrages. Et toujours au nom du progrès, des services publics, et que ça améliorera les conditions, c'était pour séparer des villages les uns des autres en inondant les vallées, séparer aussi les mouvements des forces de défense du peuple qui se déplaçaient en différentes parties du Kurdistan. Il faut aussi voir, démasquer ce genre de politique qui semblent innocentes dans leur présentation, mais qui ont des buts de fragmenter et aussi de détruire le lieu de vie des populations sur place. Les intérêts de la Turquie en matière de construction de barrages hydroélectriques dépassent la seule stratégie géopolitique. Les barrages sont un moyen pour l'État turc de contrôler les populations kurdes. De tels projets vident de force les villages dont les populations doivent se déplacer ou être déplacées, dans des centres urbains ou des colonies de peuplement. Par exemple, la construction du barrage d'Ilissu, 1000 excuses pour la prononciation, achevé en 2018, a entraîné la disparition de 199 zones d'habitation et contraint à l'exil entre 80 000 et 100 000 personnes. Les regroupements de populations dans les zones urbaines sont une continuité de la politique de la terre brûlée menée par l'armée turque dans les régions kurdes au cours des années 90. Alors, les villages étaient incendiés et leurs occupantes poussées à l'exil dans les métropoles. En regroupant dans les villes des populations rurales, c'est toute une mémoire qui est condamnée à disparaître. Celle des plantes, des animaux, des paysages, des humaines qui les ont habitées. Par rapport à un des principes aussi du confédéralisme démocratique
et qui a été développée par le mouvement de libération du Kurdistan, qui est la Welad Parezi, qui est la défense du territoire. Si je devais illustrer la différence entre la Welad Parezi et le nationalisme, c'est que dans le nationalisme, on dit « cette terre nous appartient », et du coup, c'est comme une possession et un bien, alors que dans la Welad Parezi, c'est plus que nous appartenons à cette terre. C'est que nous faisons partie de cette nature et de ce territoire, qui est aussi une condition essentielle de la vie. Peut-être qu'aujourd'hui, dans une conception libérale, vivre correspond uniquement à peut-être être capable de respirer ou de se nourrir, mais si on prend justement la vision de faire partie d'un territoire et de vivre selon ses saisons, de vivre avec sa culture, ce n'est pas complètement interchangeable, ce qui explique aussi ce genre de mobilisation des peuples du Rojava qui se mobilisent pour la protection de ce barrage, parce que la destruction de ce barrage détruira tout leur lieu de vie. Pour l'alimentation en eau, des millions de personnes qui sont concernées, mais aussi des villages qui seront détruits par l'éclatement de ce barrage. Ici, on parle des attaques contre le barrage de Tishrin au Rojava, à 80 km de la frontière turque. Depuis décembre 2024, le barrage, d'une importance vitale pour la production d'électricité dans la région, est attaqué et risque de céder. La destruction de cette importante ressource en eau, ayant une capacité de rétention de 1,9 milliard de mètres cubes, mettrait en péril toute la vie dans la région. S'il venait à céder, de nombreuses terres agricoles, de Raqqa et Tabqa jusqu'en Irak, pourraient être inondées. L'administration autonome du nord-est de la Syrie a appelé les puissances et les institutions internationales à mettre un terme aux attaques de l'État turc et a appelé la population à agir pour protéger le barrage et soutenir les combattants des FDS qui résistent. Suite à cet appel, des centaines de personnes, à Hasakeh, se sont mises en route pour se diriger vers le barrage. Les habitants de Kobané, privés d'électricité et d'eau, utilisent des générateurs pour pomper l'eau. Face aux difficultés d'approvisionnement en médicaments, nourriture et autres fournitures essentielles, les communautés s'organisent pour partager les ressources disponibles. Le concept d'autodéfense, il est aussi très très important dans la philosophie du mouvement kurde. Enfin, il implique la lutte armée, mais pas que, en fait. L'autodéfense, elle se passe dans tous les aspects de la vie, à tous les niveaux de la vie. Et du coup, juste être organisé politiquement, être actif politiquement, ça fait partie de notre autodéfense. Apporter de la nourriture ou nourrir les personnes qui peut-être se battent au front fait tout autant partie de l'autodéfense, puisque l'un ne peut pas exister sans l'autre. Et donc, le fait que le peuple et tous les partis du peuple se mobilisent quand il y a un front qui s'ouvre et sont là pour montrer leur opposition à ces attaques-là, bah oui, c'était très impressionnant, ces manifestations autour du barrage de Tishrin. Mais c'est quelque chose qui s'est aussi produit dans le passé régulièrement, c'est-à-dire aussi à Kobané, quand par exemple l'armée turque se rassemble tout près de la ville et menace en fait une nouvelle fois d'envahir. Et ben voilà, la société peut se mobiliser justement pour par exemple former une chaîne humaine le long de la frontière. Depuis longtemps, depuis plusieurs années, la Turquie mène une guerre de drones contre le nord-est de la Syrie. Et donc il y a régulièrement des infrastructures civiles qui sont détruites, qui sont attaquées par des drones. Et là aussi, notamment quand il y avait des périodes d'attaques intensives, la population civile s'est mobilisée et s'est rendue par exemple à une centrale électrique pour justement la protéger. Et donc c'est quelque chose qui fait sens, notamment quand on pense l'autodéfense, c'est quelque chose qui touche vraiment à tous les aspects de la vie et dans laquelle tout le monde s'implique. Et notamment actuellement, il y a un appel à toute la population de se mobiliser et de défendre cette révolution de toutes les formes possibles. Symbala şaktıdan bir denge partizan, bir denge partizan. Helen baya herikan cınav dileçiya, cınav dileçiya. Rabun serpiya jindan Kurdistan, jindan Kurdistan. Helen baya herikan cınav dileçiya, cınav dileçiya. Rabun serpiya jindan Kurdistan, jindan Kurdistan. Rabun serpiya jindan Kurdistan.
pense qu'une manière de mesurer le poids de cette révolution, c'est de tenir compte les sacrifices qui ont été faits tout au long de l'histoire du mouvement de libération du Kurdistan et pour la construction et pour la défense de la révolution Rojava, pour la défense de Kobané. Et ce sont notamment beaucoup de martyrs qui ont donné leur vie pour cette révolution. Et je pense que toutes les personnes qui se sentent d'une manière ou d'une autre proches de ce projet et de cette révolution, ça c'est un élément qu'on sent. Et c'est très très central aussi dans la philosophie du mouvement kurde. C'est que les martyrs sont immortels puisque les militants et les militantes qui les suivent continuent leur lutte. Continuer cette lutte, c'est un devoir. Et ressentir ça, je pense que c'est ça qui fait partie de sentir ce que ça veut dire se battre pour une révolution. On est dans un tel développement capitaliste qu'il y a certaines choses qui semblent de relever de l'imaginaire, alors que, bon, il y a peut-être quelques décennies, ça aurait été la chose la plus rationnelle possible et imaginable. Je sais pas. Vivre de ses propres plantations, vivre dans son village, pouvoir ne pas avoir à payer de loyer toute sa vie pour une maison. Enfin, aujourd'hui, peut-être relève de l'imaginaire dans un contexte parisien, mais il y a une époque où, avec la bonne forme d'organisation sociale, relever même de l'évidence et des acquis sociaux sont le fruit de milliers de sacrifices de la société qui se défend à ce moment-là. On a mentionné la Commune de Paris, mais je veux dire, pour peut-être revenir sur notre paradigme, on considère que la modernité démocratique et la modernité capitaliste sont comme deux rivières qui traversent l'histoire, et il y a toujours une histoire de résistance et une histoire d'oppression, à la différence que c'est l'histoire d'oppression qui a été écrite. Mais pour revenir au romantisme, je crois qu'il y a plus une question, si on parle de la France, mais de l'Europe en général, mais où je crois que les sciences sociales ou les sciences en général françaises ont joué un rôle d'avant-garde, qu'est l'orientalisme. Soit cet Orient qui est sublimé, ou bien cet Orient qui est complètement barbarisé, rétrograde. Et nous avons continuellement les deux essentialisations des différentes populations. La guerre coloniale en Algérie peut servir de bon fond d'archives par rapport à comment est perçu cet autre, et qui a, je crois, été très bien développé par le penseur révolutionnaire Frantz Fanon dans les années de la Terre. La lutte de libération du Kurdistan, qui a été initiée et théorisée et stratégisée par Abdallah Öcalan, elle commence par une autocritique. Du coup, elle commence par les paroles que le Kurdistan est une colonie. Mais lorsqu'il parle de colonie, il ne le mentionne pas comme une sorte de protestation ou de dénonciation, mais comme une autocritique. En disant, il y a les États coloniaux qui ont fait leur travail, mais nous, comment est-ce qu'on arrive à ce point ? Qu'est-ce qui a fait que nos différentes résistances, que nos différentes insurrections, en tant que peuple kurde, ont échoué ? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on n'arrive pas à avoir accès à notre histoire ? On ne connaît pas notre territoire. L'autocritique, en fin de compte, l'évaluation de la pratique donne naissance à la perspective, justement, qui est capable de continuer cette spirale qui illustre un peu la façon dont le mouvement de libération du Kurdistan a mis en pratique cette autodéfense idéologique. Du coup, c'est de la pratique qui est exposée à la critique et de l'autocritique et de l'éducation. Et ça repart. Après cette éducation, ça repart en pratique, critique, autocritique et éducation, ce qui fait qu'il y a une lutte intense contre le dogmatisme qui est, en fin de compte, l'un des dangers les plus gros auxquels font face les mouvements révolutionnaires, et la principale raison de leur liquidation et de leur incapacité de se renouveler, ce qui les rend statiques dans un monde qui ne fait que bouger.
chaque militant, chaque militante, enfin, on fait toutes et tous partie de la société qu'on critique, non ? Donc la critique, elle est essentielle comme moteur de la pensée révolutionnaire, elle l'a toujours été. Mais alors si on est cohérent, si on critique la société dans laquelle on vit et qu'on a envie de la transformer, eh ben, en tant que membre de cette société, on doit commencer par soi-même. On doit s'interroger comment moi, j'ai intégré tous ces aspects, toutes ces logiques, tous ces mécanismes de domination qu'on observe dans la société en moi-même. Comment mes camarades autour de moi, comment mon organisation, comment elle fonctionne, a reproduit ou risque de reproduire ces choses-là, non ? Donc c'est aussi une manière de créer une cohérence entre la critique qu'on a envers le système tel qu'il est et de faire le lien entre nous-mêmes, entre nos camarades. Donc ça fait entièrement partie aussi de la lutte de libération. Et on dit aussi que se critiquer entre camarades, c'est un cadeau, c'est un service qu'on se rend, c'est un soutien, on critique ou pour comprendre, s'analyser soi-même, ou pour aider nos camarades à se dépasser soi-même, à s'améliorer. Enfin, encore une fois, quand on dit vivre sans État, c'est compliqué. S'il n'y a pas de tribunaux et de forces de maintien de l'ordre, ou si on veut au moins s'en passer de temps en temps, la critique et l'autocritique est un système essentiel à cette vie communale. Du coup, on retrouvera ça dans tous les comités, du coup dans les communes, mais aussi dans toutes les unités d'autodéfense, dans les coopératives. Et un point important, c'est pas uniquement pour corriger les erreurs, mais aussi pour voir comment est-ce qu'on peut faire les choses d'une meilleure façon. Parce que bon, si on avait fini le processus, on vivrait dans un monde sans exploitation et sans domination, ce qui n'est pas encore le cas. On est encore dans un long processus. Et ensuite, il faut se demander si c'est vraiment une arrivée, ce monde, ou si c'est plus une lutte continue dans laquelle la critique et l'autocritique jouent un rôle principal. Mais elle n'est pas uniquement écrite. Du coup, la plupart du temps, il y a, après chaque action, après une période déterminée d'activité communale, toutes les personnes qui ont participé sont invitées à formuler leurs critiques, à évaluer comment ça s'est passé. L'évaluation est un processus continu. Si on voit le temps d'une manière linéaire, c'est clair qu'à ce moment-là, on peut le segmenter. Quand la camarade, par exemple, parle des personnalités, c'est des choses qui ne se changent pas. C'est pas je fais une critique à ma camarade et le lendemain, ça se fait parce que nous n'analysons pas la personne, mais nous analysons la société. Nous n'analysons pas le moment présent, mais l'histoire. Et du coup, nous avons un grand libre arbitre, ce qui nous donne la capacité, je crois, de changer. Mais nous sommes aussi des produits sociaux. Lorsqu'on formule une critique, on se pose la question, quel est le rôle de la communauté ? Qu'est-ce qui fait que cette personne a eu ce comportement ? Comment est-ce qu'elle a été éduquée ? Qu'est-ce qu'elle a vécu ? Et en remettant l'individualité dans ce contexte social, où il ne faut pas choisir uniquement dans la communauté l'individualité, ce ne sont pas deux choses qui s'opposent, mais deux choses qui se complètent et s'alimentent aussi. Dans beaucoup de luttes en France et ailleurs, on a beaucoup de mal à construire des liens collectifs, même dans des lieux collectifs. Les relations amoureuses ou amicales fortes tiennent une place centrale. Sans rentrer dans une analyse politique profonde, par bien des aspects, ces formes de relations privées sont un frein à l'action collective, aux soins et manque de résilience. Par exemple, si la personne soutien n'est plus là pour une raison ou pour une autre, on se retrouve sans soutien émotionnel. Ou alors, on peut se retrouver à soutenir son amoureux, son amoureuse, son ou sa meilleure amie contre vents et marées et nos propres principes politiques. Bien sûr, c'est un peu caricatural, mais vous voyez ce que je veux dire. La camaraderie, ou Evalti, comme elle est pratiquée au sein du mouvement de libération du Kurdistan, propose une autre approche qui n'est pas basée sur des relations privées. Ainsi, on va essayer de construire un lien avec chaque personne du collectif et pas seulement se reposer sur les liens qui sont les plus faciles. On va activement chercher à créer des liens, en dehors des rapports de séduction, avec tout le monde, en particulier les personnes pour lesquelles on n'a pas une très forte affinité. Tout cela dans une pratique de tisser des liens au quotidien. Cela permet d'éviter l'isolation sociale et de manière plus pratique, avoir des liens avec chaque personne, c'est être capable de plus facilement travailler avec. Dans certaines luttes, où de hauts niveaux de confiance sont requis, c'est d'autant plus nécessaire de connaître chaque membre du groupe. De plus, les problèmes interpersonnels sont abordés collectivement, notamment à travers un temps de critique autocritique. On ne veut pas que les problèmes interperso cassent nos solidarités,
qui est, rappelons-le, notre arme la plus précieuse. L'outil de critique-autocritique tient une place centrale dans cette Evalti. Il est simple en théorie, mais demande beaucoup de pratique et de recul pour être efficace. L'idée est d'analyser nos camarades et nous-mêmes dans leur comportement et de lire lesquels découlent d'une démarche anti-libertaire, patriarcale, individualiste, etc. Non pour souligner toutes les choses qui ne vont pas de notre point de vue, mais pour aider les camarades à réfléchir sur les comportements intériorisés que la société capitaliste a développés en nous. Ainsi, je ne critique pas mes camarades pour les enfoncer et me mettre au-dessus, mais pour qu'individuellement et collectivement, on développe des personnalités en accord avec nos principes politiques. D'ailleurs, on ne donne jamais une critique à une seule personne, mais on invite tout le monde à réfléchir, la personne critiquée n'étant qu'un exemple. Bien souvent, on critique quelque chose qui est aussi en nous. Pour résumer cette idée, nous n'analysons pas les individus, mais la société. Nous n'analysons pas le moment, mais l'histoire. C'est un exercice difficile, car de nombreux mécanismes de défense se heurtent à entendre des critiques. La vie en collectif, faire des choses au quotidien pour le collectif, c'est aussi ça l'Evalti. Aussi commun que faire à manger pour tout le monde. C'est prendre acte qu'on ne vit pas tout seul, qu'on construit quelque chose de réciproque. C'est sentir et endosser la responsabilité envers le groupe. Aborder les problèmes pour les dépasser, se remettre en question, faire des efforts constants. Le conflit est sain pour l'évolution d'un groupe et il est nécessaire d'apprendre à entrer en conflit et à en sortir. L'Evalti peut être une source d'inspiration pour les luttes en Europe, dans un contexte où l'individualisme fragmente facilement nos espaces de lutte. Sans romantiser ni copier-coller ce qui se fait dans d'autres mouvements, centrer nos luttes et nos êtres autour de collectifs politiques et d'une vie commune nous semble une voie efficace et profondément belle pour mener nos vies. Dans une perspective d'une vie communale, la Evalti ou la camaraderie, si on devait mettre des mots dessus, est la rencontre entre cette individualité et cette communalité, où on ne vit pas les uns et les unes à côté des autres, mais on vit ensemble. C'est quelque chose qui, effectivement, pour les personnes qui découvrent le mouvement kurde, c'est quelque chose qui attire beaucoup l'attention, cette importance qui est donnée au lien entre camarades, cet amour entre camarades. Et je pense que ça attire autant l'attention parce que ça répond à quelque chose qui nous manque. Et qui nous invite en fait à voir cette valeur dans nos camarades, de se donner à la lutte et d'être généreuses et généreux les uns avec les autres, de faire un effort les uns pour les autres et de nous ouvrir aussi. Je pense qu'on tombe souvent dans ce luxe d'avoir son petit groupe d'amis ou telle personne qu'on aime bien, telle autre qu'on aime un peu moins. Et l'idée ou l'approche de Evalti ou de camaraderie, c'est d'ouvrir aussi son cœur en fait à tous les camarades et quand on a peut-être des difficultés avec une personne ou qu'on comprend pas une personne, et de faire l'effort d'aller vers cette personne, de travailler cette relation et de construire cette camaraderie. En tout cas, je trouve que c'est un concept qui invite à la générosité entre camarades et qui nous apprend aussi qu'on a absolument besoin les uns des autres et qu'on peut pas se permettre ce luxe en fait d'aimer, pas aimer ou des choses comme ça. Certains camarades, par exemple, de la Biala définiraient l'internationalisme comme la tendresse des peuples, mais je crois que peut-être en faisant la différence entre la solidarité internationale et l'internationalisme, on pourrait bien le définir, dans le sens où une solidarité internationale consiste à se dire ce peuple a un combat juste et de bonne valeur et du coup nous aimerons bien le soutenir de notre position. L'internationalisme, c'est de voir que la libération de ce peuple implique notre libération. Et du coup, de reconstituer justement ce corps social qu'est l'humanité. Et du coup, de se revoir connecté et de dépasser nos socialisations qui ont formé nos perceptions avec ces frontières ou avec ces différences en pensant que ce qui arrive là-bas n'affecte pas ce qu'il y a ici. Et cette oppression et ces rapports de domination ne connaissent pas les frontières des États-nations, si on pense à l'impérialisme, mais la libération ne peut pas être contenue dans des frontières. C'est ce que la lutte de libération au Kurdistan a compris très vite. Même à l'époque, du coup en 1978, où le projet était un Kurdistan unifié, socialiste et indépendant, il était très clair qu'il
Il ne pouvait pas y avoir une libération qui impliquait uniquement le peuple kurde, uniquement les peuples au Kurdistan, et impliquait la libération des femmes et des peuples turcs, iraniens et arabes. Et c'est normalement une fois qu'une révolution est contenue dans des frontières de l'État-nation qu'elle reproduit ses rapports de domination et prend fin. On doit vraiment, pour le contexte actuel, je crois, au niveau de l'internationalisme, ne pas se contenter de définir nos positions contre quoi on se bat, mais pourquoi on se bat. Parce que l'histoire, justement, des différentes révolutions et de l'internationalisme nous montre que si nous nous définissons uniquement contre quoi on se bat, nous risquons de tomber dans des pièges et aussi dans des impasses qui ne constitueront pas des solutions à nos aspirations de libération révolutionnaire.